Le sprinkler. Bonjour les amis, Salut, bienvenue encore une fois au podcast Sprinkler. début d'une nouvelle saison. Ça va Mathieu? Yes, toi, Eric? Non, ça va bien, ça va bien. Le studio va être chaud encore une fois aujourd'hui. Oui, on est en septembre, il fait présentement 24 degrés dehors, c'est pas si Oui, pire. absolument. Et pourquoi qu'on parle comme ça? Je sais pas. Et c'est formel, je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, donc notre niveau de formalisme s'est peut-être Oui, enrichi. mais oui, on a arrêté pour l'été. On rehausse notre niveau de langage cette saison-ci. Ou pas. J'ai tes attentes dès le La départ. réponse, c'est pas du tout. J'aimerais quand même noter que le Sprinkler, Combien d'années? 5 ans. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sprinkler a eu 5 ans le 16 septembre. Qui aurait cru? Et puis c'est pratiquement jour pour jour. Là. Ah, oui. Puis attends un petit peu, est-ce que la barre des 1000 abonnés était défoncée? Non. Ça dépend. Sur LinkedIn, oui. On était à 1070 sur LinkedIn. Fait qu'on va mettre de la pression aux gens sur LinkedIn. Pourquoi vous n'êtes pas abonné sur YouTube? Depuis que j'ai annoncé que c'était bientôt l'anniversaire du Sprinkler, puis abonnez-vous, ça en a 1000, le nombre d'abonnés a réduit. C'est pas des blagues. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de ça, je sais pas. Lesson learned. Écoute, oui, j'espère que t'as pas trop bu pour le 5e anniversaire du Sprinkler parce que il faut que tu sois en forme ce soir. Oui, tout à fait. Oui, je suis en forme. On va parler de phylogénétique. Puis, juste avant de passer la parole à notre invité sur la phylogénétique, parce que clairement, je suis perdu, mais te rappelles-tu, il y a 3 ou 4 mois, te dire pour la nouvelle saison, j'aimerais amener une nouvelle twist qui serait axée plus sur... Te rappelles-tu quand t'as mis ça dans le chat? Là? Il y avait 2 twists. OK, moi je me rappelle d'une, mais Okay. vas-y, va shoot. Parce que... Une des twists, c'est vraiment, je cherchais des entreprises, mais c'est... Ah non, je ne donne pas mauvaise personne. Je cherchais des entreprises qui avaient mis en œuvre de A à Z de l'approche Rendan-Hei. Chose qui est plus complexe à trouver pour l'instant. Et il n'y en a pas une. Mais l'autre twist... Et l'autre twist, c'était le volet psychologique. Voilà. Donc, avoir seulement que des psychologues comme invités. Là, on a encore meilleur. On a un ingénieur industriel. Bonjour. Salut. Salut Olivier, Salut, content Olivier. de te rencontrer. C'est moi l'ingénieur. Merci d'être là. Est-ce que c'est bien ça, ingénieur industriel? Génie industriel. Génie industriel. La Voilà. spécialisation en génie. Donc, dans les usines, mettons, genre? Ouais, c'est genre? ça. Le lean, typiquement, ça rentre là-dedans. Ok. L'étude des organisations et des systèmes industriels. OK. C'est Ok. ça que je fais. C'est une spécialisation de dernière année, mais j'ai fait une école quand même assez généraliste. J'ai appris plein d'autres choses. OK. Fait que, entre autres, le lean. Entre autres, le lean. Ouais, moi, je suis arrivé à l'agilité par le lean, en fait. Ah, C'était ouais. mon introduction. Toyota Way, puis Ouais. les Kaizen, Des puis gaspillages. les gaspillages. Kanban board, déjà, c'est On est rendu à combien de gaspillages aujourd'hui? 45? Je sais qu'on en avait 7 ou 8 dans le temps. Là, mais... Ouais, j'espère qu'on va pas en rajouter un ce soir, mais... Quand t'as posé ta question, je me demandais nous, là. Je Ouais, pensais c'est pas ça. dans l'industrie 45 gaspillage. J'ai comme, OK, qu'est-ce qu'on a fait Non, tant c'est que vrai ça? Là, on n'a pas une move, il n'y a pas eu trop de waste. Le gros gaspillage qu'on fait, c'est du overproduction, c'est sûr. Comme on a commencé à enregistrer beaucoup trop longtemps d'avance. D'accord. Excusez, Olivier, on a tendance à déraper un petit peu. Mais tu t'es spécialisé. Tu t'es amusé, tu t'es mis dans une posture d'exploration quand même assez intense sur le top E. La phylogénétique. Oui. De que c'est que c'est ça? Ouais. Ça, c'est la première question la plus C'est importante. quand même une question puissante qui absolument fonctionne bien. De que c'est? De De que que c'est. c'est. Désolé pour l'accent québécois fort. Non, c'est Maintenant, correct. tu es habitué. Petite précision sur le decossé. Decossé, t'es dans l'ascenseur avec un VP qui dit « J'ai entendu parler de ton fil orgue phylogénétique decossé. » Puis l'étage va de rez-de-chaussée jusqu'au 8e étage. Ok, fait que j'ai quand même un peu de temps, alors ça veut dire. Puis c'est chanceux, il y a des arrêts entre les deux. Fait que t'as un elevator pitch assez long, c'est correct. Non, c'est- OK, laissez-moi répéter. Non, Écoute, phylorgue, c'est la phylogénétique des organisations. Fait qu'on va définir les deux termes, puis ça devrait être pas mal ça. La phylogénétique, c'est l'étude de l'évolution des espèces, Ok. de comment elles mutent, puis elles évoluent dans le temps pour devenir quelque chose de différent que ce qu'elles étaient avant. Mhm. Ça, c'est la phylogénétique. Fait que vous avez sûrement déjà vu des arbres d'évolution, ce genre de choses, où on voit l'homme descend du singe. C'est pas tout à fait ça, mais c'était la vision avant. On a tous, il était une fois l'homme, là, l'intro avec la petite évolution là, de la Ouais, cellule c'est- jusqu'à. Ouais, voilà. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais c'est correct. Vous voyez de quoi je C'est parle. Puis- simplifié. Oui, Des- je sais. des organisations. Oui, ta partie, moi. Là, mais t'es un peu, là, je vois des hommes et des singes. Je comprends pas que l'homme est... Non. Mais c'est ça. Donc, la science de l'évolution qui se marie avec les sciences des organisations. Fait que Ok. comment les organisations évoluent. C'est ça que moi, j'essaye de comprendre puis d'étudier. OK.
Puis, si je fais le parallèle avec la phylogénétique, qui est une étude plutôt en rétrospective, là, c'est-à-dire on examine aujourd'hui, on regarde les contextes, etc. Quand tu l'appliques à une organisation, est-ce que tu le fais en rétrospect ou tu le fais vers le futur? Comment? En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre comment les organisations sont devenues ce qu'elles sont devenues, sans avoir à avoir mis des trackers dans chaque organisation depuis la nuit des temps, depuis leur fondation. Des trackers? D'être allé observer ce qui s'est réellement passé. C'est vraiment très difficile de refaire l'histoire d'une organisation parce que, de un, on n'était pas là pour l'observer, puis il n'y a pas des historiens dans chaque organisation qui sont là pour noter. Puis de deux, il y a énormément de biais. Fait que même si tu demandes à un chef d'entreprise ou à quelqu'un qui est là depuis longtemps, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire que cette personne va te raconter, c'est pas vraiment la vraie histoire. De un, c'est comment lui ou elle l'a vécu. Puis de deux, il va avoir omis beaucoup de choses, il va y avoir des biais de confirmation, etc. Des apparences. C'est ça. Donc c'est un des défauts quand tu lis des livres de chefs d'entreprise qui ont réussi ou de fondateurs de grands frameworks ou whatever qui vont te raconter « Moi, j'ai fait ça, ça a marché, fait que faites-le aussi ». Toutes les mauvaises tracks qui se sont passées entre les deux disparaissent. Toutes les mauvaises histoires disparaissent, toutes les mauvaises tracks disparaissent, les mauvaises expériences. Les notions de contexte qui fait que ça a marché chez toi, mais ça va pas forcément marcher chez moi, tout ça est omis parce qu'évidemment, quand on veut vendre un livre avec une méthode, on essaie de généraliser au maximum. Donc, comment on essaie de comprendre comment les organisations évoluent sans pouvoir vraiment le voir dans l'histoire? Puis là, je suis plus dans l'ascenseur, parce que là, j'explique. Oui. Là, t'es rendu aux toilettes, à l'urinoir avec le VP. Le VP a trouvé ça cool. Puis viens faire pipi avec moi, là. C'est ça, OK. Bon. Premier épisode, pas 10 minutes de fait, on est rendu là. C'est bon, c'est le bon augure. OK, le nom de ton de Waste, en passant. C'est le Waste Evacuation. C'est ça, Waste Evacuation. Non, donc c'est ça. Donc, je lisais un livre sur l'évolution des dinosaures. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Les paléontologues, qu'est-ce qu'ils font pour savoir comment les dinosaures ont évolué? Parce que là, pour le coup, vraiment, ils ne pouvaient pas être là pour le voir. Il manquait un peu d'historiens au paléolithique. Exact. Fred t'as pas là? C'est comme ça qu'ils font. Ils regardent des caractéristiques morphologiques. Donc, ils vont récupérer des fossiles, à partir de ça, noter certaines caractéristiques que ces dinosaures avaient. Et puis, en se basant sur un principe de base qui dit que plus tu te ressembles, plus tu as un ancêtre commun proche. Ça veut dire que même si tu n'es pas exactement le même organisme que ton voisin, vous avez bifurqué il n'y a pas longtemps parce que vous êtes quand même encore très proche, versus si tu es très différent, c'est que ça fait très longtemps que ta branche et la sienne se sont séparées. Et ben, ils arrivent à reconstruire des arbres assez complexes, assez complets, qui racontent toute l'histoire du vivant. Donc, en fait, on peut remonter dans le temps, mais avec des observations du présent. Tu vois? Ça, c'est une des notions qui me plaît dans la phylogénétique. C'est la pomme qui est tombée de l'arbre sur ta tête qui t'a allumé l'idée de... Ouais, c'est ça. Je cherchais un projet pour prendre un œil différent sur ma pratique. Rendu là, j'étais déjà dans l'agilité. J'avais des rôles de coach ou de consultant en transformation agile. Donc, j'avais envie de prendre un pas de côté pour comprendre ce que je faisais, puis pour comprendre pourquoi beaucoup de transformations dans lesquelles j'avais été n'avaient pas marché. Et j'étais beaucoup côté consultant. Fait que c'était, en plus, moi, je me sentais un peu coupable. J'avais été payé pour transformer, puis ça marche pas. Donc, je pense à l'évolution, puis on va dérouler un peu le concept, mais c'est comme ça que je suis arrivé au concept à l'idée de dire les organisations, elles doivent évoluer selon un certain chemin, ou en tout cas, il y a des chemins qui s'offrent à elles, puis on peut pas sauter les étapes. Voilà. Les étapes d'évolution, elles sont nécessaires. Puis ça prend du temps aussi, l'évolution. C'est une autre idée qu'il y a derrière, c'est que quand on comprend que transformer une organisation, c'est l'aider à évoluer, et non pas la révolutionner, c'est l'évolutionner, pas la révolutionner. Quand on comprend ça, on accepte la notion de temps tout de suite, qui est quelque chose que les managers ont parfois du mal à comprendre, c'est qu'il y a des changements. Même si je mets plus de millions de dollars, ou un outil plus cher, ou je paye plus de licences, ou je prends les coachs les mieux formés, il y a un pas de temps, c'est incompressible. Puis, je sais pas si c'est un bon segue pour vous raconter une petite fable, une petite poésie que j'ai écrite. C'est assurément un bon segue, je sais pas encore, mais... Je peux aller voir un chat. Un chat? Et un oiseau. OK. Bon, c'est parti. J'ai vu bien le futur. J'en dis pas plus, je fais un cold open sur la poésie. OK, écoute ça, Mathieu. Je sais pas si tu la connais pas, toi, celle-là? Non. OK, bon. Puis tu vas dire ça cette table.
Écoute ça. Je suis vierge des oreilles sur ce thème-là. Ok, bon, c'est bon. Je suis tout oui. C'est parfait. Regarde, écoute. Donc, maître chaton sur sa carpette assis, regardait au dehors envieux. De l'épervier, du merle et du grand-duc aussi, bref, de tous ceux qui grassent les cieux. Oh, comme je serais heureux ici-bas si des ailes m'eurent été données. Comme le rapace, je pourchasserais le moineau. Comme le rat, sur ciel et terre, je régnerais. Or, comme passait par là une malicieuse fée, voici qu'elle les lui donna. 2 magnifiques ailes d'un plumage parfait lui poussèrent dans le dos, et voilà. Voilà donc un matou, empêtré quand il court, mais pas plus volant qu'une planche. Que les souris entendent trébucher alentour, que le moineau nargue de sa branche. Car enfin, ce qui fait que l'oiseau décolle, avant même les ailes dans son dos, c'est un corps qui est tout entier bâti pour l'envol. Les ailes n'en sont qu'un morceau. Et notre pauvre animal découvrant bien trop tard qu'à vouloir copier ce qui se voit, on termine plus tard que l'endroit d'où l'on part, une parodie d'oiseau et un bien mauvais chat. C'est toi qui l'as composé? Ouais. Ah oui, ok. Je pense que c'est une femme qui existait. Ah, j'ai copié. J'ai copié Maître certain. Corbeau. J'ai copié le style d'un Pré-ChatGPT ou post-ChatGPT? Non, c'est pré-ChatGPT. Ah, en plus? Wow, là, un peu, là, c'est C'est très bien séminaire, écrit. là. Félicitations. Déjà, les images sont fortes, mais en plus, Mais je c'est vois très bien écrit. aucun parallèle avec l'installation d'agilité dans les organisations. Ah non, non, je ne vois pas. Mais moi, ce que je pense, c'est que les ailes, c'est un peu Gira, là, puis à partir du moment excusez, je suis un peu biaisé de mon mandat actuel. Bon, Johnny encore à Bon, ça. encore d'édition à faire. Non, mais les images sont fortes quand même. Là. Je pense que c'est pas parce qu'on installe l'agilité sur un organisme, là, une organisation, que soudainement elle va arriver Elle va pouvoir voler. Ouais, Ouais, exact. ouais. Ouais, c'est exactement ça. L'image que j'ai, c'est que dans beaucoup de nos métiers, puis moi, ça me donne un peu des cas de conscience en tant que consultant en agilité ou en transformation agile. C'est qu'on est cette fée là. On va coller des. Ouais. Là, je dis des ailes, mais ça peut être n'importe quoi, évidemment. Des Ça plus peut grosses jambes. c'est ça. On va coller des appendices qui sont pas faits pour être accueillis par le corps ou l'organisme sur lequel on va les coller. Donc, on se retrouve à implanter l'agilité, mais ça peut être aussi plein d'aspects de. Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé en TI. Je sais que dans les transformations de DevOps, il y a beaucoup de problématiques d'ordonnancement, de changement comme ça. Genre, je te donne un exemple. Ouais, des exemples de ça ressemble à quoi? Automatiser les déploiements quand tu as une architecture très monolithique, très rigide. Donc, tu vas avoir des équipes en disant les bonnes pratiques DevOps, Dora, whatever, c'est d'automatiser les déploiements. On a lu le Phoenix Project, on sait qu'il faut déployer plusieurs fois par jour. Alors, on va mettre en place beaucoup d'outils pour automatiser nos pipelines de déploiement. Simplement, notre architecture, ce qui est plus fondamental que le déploiement, c'est en amont de ça. Notre architecture n'est pas faite pour. Elle est très monolithique, elle est très fortement couplée. Ouais. Il y a donc un fort niveau de risque à mettre en prod quelque chose. Alors, ça veut dire qu'on va automatiser la prise de risque, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, on va croiser les doigts. Donc, il y a quelque chose qui va casser, on va revenir en arrière et tous ces investissements sur l'automatisation des déploiements vont pas porter des fruits. Ou même pire, si je continue ton analogie, on va essayer de continuer à bidouiller les ailes pour essayer de faire en sorte que ne pas revenir en arrière, mais continuer. On va ajouter plus d'ailes, absolument. Oui, mais on va ajouter les griffes aux ailes parce qu'on va se dire que ça va permettre de s'agripper. Puis, on va mettre des échafaudages pour qu'elles tiennent, whatever. Mais t'as exactement compris, c'est que ça mène à plein de problèmes. Si je sors un peu de l'analogie, même si elle est cute, mais c'est ces changements qu'on met dans le désordre parce qu'on comprend pas quel est le chemin évolutif qui permet de s'y rendre. C'est pas que c'est mal d'automatiser les déploiements. Mon message, c'est pas un message conservateur, genre arrêtez de faire des changements. C'est simplement l'ordre compte. Réfléchissez à l'ordre qui est naturel. Donc, dans la nature, pour les ailes, comment c'est arrivé? Comment les ailes ont émergé? Elles n'ont pas émergé pour voler, parce que ça ne fait pas de sens. Tu ne pouvais pas avoir une espèce qui, un beau matin, a des ailes. Tiens donc, je vais voler. Fait que c'est très, 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 très progressif. Pour voler, il faut plusieurs choses. Il faut des plumes, des ailes, mais il faut aussi un squelette très léger. Oui. Logique, right? Oui. Donc, comment les oiseaux ont eu un squelette léger? C'est qu'avant, ils étaient des dinosaures. Ils ont eu le gigantisme. Une des stratégies d'adaptation des dinosaures, c'était de devenir énorme, comme vous êtes au courant. Et quand on devient énorme, avoir un squelette léger, ça devient un avantage compétitif pour pouvoir continuer à se déplacer. Il y a aussi des problèmes de respiration. Les poumons se sont étendus d'une certaine manière.
qui a pris de la place de là où il y avait des os. Donc, ils ont des os poreux. Ils ont des poches d'air. OK. Donc, ça a aussi contribué à les alléger. Mais c'était pour devenir énorme. C'était pour une stratégie plus court terme. C'était pas pour voler du tout, là. Non, l'évolution se dit pas... Il n'y a pas d'objectif à l'évolution. Pas d'objectif. Tout est immanent, tout doit servir maintenant ou pas. Si ça sert pas, ça survivra pas, ça sera rejeté. En fait, tu vas mourir. Exact. Donc ça doit servir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle de l'exaptation, c'est-à-dire prendre quelque chose qui a servi pour un truc et l'utiliser pour autre chose. Donc, les plumes qui apparaissent pour la parade sexuelle, à la base, alors, c'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent les biologistes actuellement, c'est que les plumes, c'est des super... La parade sexuelle, j'ai jamais entendu ça. Ouais, la sélection sexuelle, en fait. Ouais, mais j'aime mieux parade sexuelle. L'image est là, mais on va oublier que je suis aux toilettes avec un VP pour se parler de parade sexuelle. On continue l'analogie, on continue ça. C'est que les plumes apparaissent parce que c'est un panneau de couleurs. Mais c'est pour dire je suis là, remarque-moi. Puis... Et plus tard, ça sert aussi pour l'isolation thermique, ça sert à d'autres choses, mais et plus tard, ça sert à devenir des plumes pour le vol. Donc, cette notion de l'ordre dans lequel les choses doivent être introduites, moi, ça me passionne. Je pense qu'on perd des millions de dollars et on crée des milliers de burn-out aussi en imposant aux gens des changements qui ne sont pas faits au bon moment et où les gens vont forcément se planter. Il y aura forcément un échec parce qu'ils n'étaient pas équipés ils n'étaient pas au bon stade. Et personnellement aussi, j'en ai un petit peu assez du discours qui consiste à dire que les changements ne passent pas, que ce soit sur l'agilité ou d'autres pratiques, comme je parlais du DevOps ou plein d'autres pratiques, que les changements ne passent pas à cause de... Moi, j'entends deux discours dominants. C'est la résistance au changement. Donc, c'est les gens résistent. C'est comme une disposition intellectuelle ou psychologique des gens. Ils sont renfrognés, ils ne veulent pas bouger, ils sont confortables dans leur état. C'est ça. Qui est l'erreur d'attribution fondamentale. Ils sont conservateurs, ils aiment bien là où ils sont, ils aiment le statu quo et tout. Ils ont peur du changement, il y a beaucoup on leur attribue des peurs, des phobies du changement et tout ça. Fait qu'en gros, ça serait la faute des gens. Puis parfois, il y a un discours qui se veut plus bienveillant avec les employés d'équipe, mais qui m'embête un peu aussi, qui serait de dire c'est la posture des managers et des leaders du changement, c'est le changement n'a pas été bien amené. On n'a pas assez communiqué, on n'a pas assez interviewé, fait du bottom-up, prendre tous les feedbacks. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, on a mal géré le changement. On a mal géré le changement et tu vois qu'on est toujours dans une posture top-down, un peu directive, en disant « Ah, c'est juste... » Si seulement on avait mieux géré, les gens se seraient laissés conduire comme des moutons. Tu vois. Si j'avais mieux tiré sur les plumes du dinosaure, il aurait poussé plus vite, puis il aurait réussi à voler 100 millions d'années plus tôt. Donc, je ne dis pas que la posture de leadership du changement, l'accompagnement du changement, c'est pas important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des organisations où il y a de la résistance personnelle ou psychologique au changement, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du quoi, qu'est-ce qu'on change. Comment on change, c'est quoi nos étapes, est-ce qu'on fait les 8 étapes de Kotter, est-ce qu'on fait Kurt Lewin, ça c'est le comment. Kurt Lewin, no boy. Le fondateur de l'OD. Donc Kurt Lewin, c'est unfreeze, change, refreeze. Donc il faut dégeler les gens, les changer, puis les regeler, c'est-à-dire parce que sinon, ou la situation. C'est pas toujours. C'est pas toujours les gens. Donc qu'est-ce que je disais, on parle beaucoup du comment on amène le changement. On parle du qui, c'est-à-dire la posture du leader, comment il se tient et tout ça. C'est pas que c'est pas important, mais moi j'aimerais bien parler du quoi, qu'est-ce qu'on change. Je pense qu'on fait trop les choses dans le désordre. Et le pourquoi, j'imagine. Oui, le pourquoi il est avant tout ça. Mais avant tout ça, OK. Mais avec cette... Je pousse plus loin, mais même avec cette philosophie-là, est-ce qu'on devrait même essayer d'en induire du changement ou pas juste voir, on est ici, on fait juste... mettre la radioactivité pour maximiser les chances de mutation génétique, mais pas avoir d'objectif nécessairement derrière ça, puis juste voir ce qui va arriver. As-tu un exemple, par exemple? Je te pogne sur le... Non, j'ai pas nécessairement d'exemple, mais partout, les leaders vont dire « OK, cool, là, il faut devenir plus agile ou introduire des pratiques de DevOps, puis plutôt faire ce qu'on va faire de plus, ce vers quoi on va se diriger, on le sait pas encore, mais... maximisons les chances qu'il y ait quelque chose qui change en ayant des 20% de journées de créativité ou d'innovation ou d'autres choses, mais ce que ça va donner, je m'en fous un peu. Je suis un peu... Donc, lancer plein de choses, voir ce qui colle. Exact. Sans intention fondamentale derrière, sans dire je serai... nous serons plus agiles. Tu veux quand même créer des probabilités de mutation dans l'entreprise. Puis après, elles vont être sélectionnées.
Ben, oui, moi je pense que cette façon de réfléchir, elle t'amène à penser comme ça, c'est-à-dire à dire que les changements qui vont avoir un effet positif vont rester. Donc, si j'en essaye plusieurs, je vais garder les bons. Ce qui est difficile, puis je vais te dire comment moi je réconcilie ça, mais ce qui est difficile avec juste une approche probabiliste, disons. Ouais, probabiliste. On lance un peu plein de trucs contre le mur, puis on voit ce qui colle. C'est que les succès peuvent être difficiles à reproduire. C'est-à-dire que par contre, tu vas arriver dans des super optima locaux où une équipe a trouvé un hack génial pour son contexte. Et là, le danger, c'est de dire, OK, fait que maintenant tout le monde fait comme l'équipe champion qui a réussi ce hack. Et on retombe dans le classique d'essayer de prédire les résultats. Et en même temps, c'est bien de dire aux équipes, faites tous vos petits hacks locaux, mais on sait que ça peut devenir fractal, ça peut devenir compliqué à gérer. Ils rejoignent le Randanui. Non, le fractal 0. Non, mais je connais pas ces trucs-là, mais je veux dire, en gros, ça part dans tous les sens et ça fait de la démultiplication. On a tous vécu l'équipe qui aime l'outil Intel et l'autre qui aime l'outil bidule, puis toi, t'arrives, confrontation. Tu dis, écoutez, prenez le même, là. On paye 2 licences. Je comprends que ça a émergé, que vous aimez cet outil-là, mais est-ce qu'on peut faire un peu de rationalisation? C'est pour ça que moi, en fait, ce que j'essaie d'amener dans la discussion, c'est de visualiser ces chemins de changement-là. Ça ne veut pas dire qu'après, on va pas soit expérimenter, soit donc partir un peu en diffusion, soit converger. Mais moi, j'aimerais qu'on les voit, ces chemins-là. On en est où dans notre évolution? Okay. Tu vois? Puis la prochaine étape, elle ressemble à quoi? Si je regarde mes voisins qui sont allés un peu plus loin dans l'agilité, puisqu'on parle d'agilité, ça semble être quoi la prochaine bifurcation, le prochain truc qu'eux, ils ont fait, qui fait qu'ils ont pu aller un peu plus loin que nous. Mais le prochain, pas celui dans 12 étapes, celui dans une étape. Parce que peut-être qu'il va pas coller pour nous, puis le prochain va être un autre qui mènera ton idée d'arbre là, derrière. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais trouver cet arbre, en fait. Puis il va changer dans le temps. En fait, il n'y a pas un arbre, l'arbre lui-même change, etc. Mais j'étais chez un client il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Puis ce client-là, transformation agile ratée, on parle, on essaie de comprendre. On veut des noms. Et puis Bob Incorporé. Bob Incorporé, oui, je connais bien. Ouais. Bob Inc. Et budget annuel attribué au dollar près. Au mois de septembre, octobre, on fait les budgets pour l'année prochaine, puis on touche à rien. Donc on discute, puis je lui pointe le fait que probablement c'est un gros frein à l'agilité quand le moindre demande de changement de scope en cours d'année demande tout un processus bureaucratique pour se faire approuver un changement. Complexe. Fait qu'à moins que tu aies l'idée du siècle, tu vas aller te battre contre l'organisation pour obtenir tes dollars supplémentaires ou prendre les dollars de Paul pour les donner à Jacques. Généralement, t'as pas envie de te battre. C'est trop compliqué d'aller se battre contre la machine. Fait que là, pareil, le reste des gains de l'agilité, l'adaptabilité, la capacité à prendre des risques accrus parce que se tromper demande des rollbacks moins graves, etc. La capacité à innover, elle est énormément réduite. Fait que moi, je visualise un arbre, mais je suis en train de travailler pour le prouver qu'il existe. Mais je suppose qu'il y a un arbre dans lequel tous ceux qui font des budgets annuels attribués au dollar, ils partent sur une branche de l'arbre, puis les autres, ils partent dans l'autre branche de l'arbre, comme ça. Il y en a qui commencent à voler, puis il y en a d'autres qui volent pas. Eux ont continué d'évoluer vers plein d'autres choses, parce que c'est pas le tout de faire des budgets roulants, des budgets flexibles. Beyond budgeting. Ouais, c'est pas tout de faire du beyond budgeting. Tu as encore plein de choses à découvrir. Mais au moins, tu as pris cette bifurcation-là qui fait que ça va pas te bloquer. Tu comprends? Ça va pas te mettre dans un cul-de-sac évolutif. Tu pourras faire d'autres choses. Alors que... J'imagine que réglementation et loi te forcent à être dans un cul-de-sac. Ouais, mais alors c'est pareil. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a des cas où le cul-de-sac est un peu inévitable, ou en tout cas... mais j'aimerais bien qu'on le voie. J'aimerais bien qu'on le voie. Tu vois, minimalement, qu'on dise, OK, fait que si je reprends, mettons que ces budgets annuels sont requis pour des questions d'audit ou des choses. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est comme le régulateur nous demande d'attribuer tous les budgets, whatever. Donc, on est obligé... Pour les gens audio, Olivier a maintenant 2 stylos dans les mains. Il fait reggae. On m'a dit qu'il fallait que ça soit visuel. Il y a un arbre virtuel. Tiens, je peux te faire une 3e branche ici. Oui, merci. C'est vrai qu'il faut toujours que je pense. C'est pas grave. Non, c'est correct. Non, je fais des blagues. Les gens audio, ils ont compris après 5 ans. Donc, imaginons que le régulateur nous force à être dans une certaine branche où les budgets sont fixes, annualisés. C'est ça. Fait que là, mettons, je pense que c'est pas trop un stretch d'imaginer que, par exemple, je suis dans un gros organisme
organisme gouvernemental, ok? Puis cet organisme veut lancer un gros contrat de procurement pour un gros projet de transformation digitale. Okay. Et ils veulent le livrer en agile, ok? On va appeler ça Phoenix, mettons. Pourquoi ils veulent le livrer en agile? Pourquoi ces gros appels d'offres publics, ils le font avec une contrainte ou une demande que les fournisseurs soumettent des réponses livrées en mode agile? Parce que le nouveau directeur ou la nouvelle directrice, elle veut que ça soit agile. Ouais. Parce qu'elle a lu... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, là, mais... Okay. Non, mais elle non plus, d'ailleurs. Okay. Avec tous ses autres amis, le CTO qui croise à gauche puis à droite, ils font ça. C'est dans l'air du temps. Donc, elle va... je sais pas pourquoi je suis parti au féminin. Il va demander... à tous les fournisseurs de livrer un truc en mode agile dans une organisation qui n'est pas faite pour recevoir de l'agilité. C'est-à-dire, par exemple, l'approbation d'un changement prend 6 mois. À quoi ça sert de l'envoyer des mini-changements à approuver tous les 3 semaines si 6 mois d'approbation? J'aimerais bien pouvoir aller voir. Si je lui dis ça à cette personne, j'ai peur d'être pris pour un grognon. Okay? Moi, là, si je suis consultant et que je n'ai pas d'outils conceptuels, je vais juste dire, basé sur mon expérience, tu fais fausse route. Tu ne devrais pas requérir autant d'agilité alors que ta structure, ton mode de budget, tes règles d'audit font que tu ne vas pas avoir les gains de cette agilité-là. Accepte ce que tu es. Tu es un gros organisme gouvernemental avec beaucoup de contraintes qui peuvent très bien se justifier, même éthiquement et moralement. T'es un dinosaure marin, c'est génial, mais tu ne voleras pas. Voilà, et par contre, tu peux être un wacketeux. Tu peux être un super... Un quoi? Un wacketeux. Même faire semi-aquatique. Okay, tu peux être un super wacketeux. Tu peux être le meilleur wacketeux. Puis tu sais, il y a des choses à faire pour continuer d'évoluer sur l'arbre du wacketeux, qui sont pas de devenir un oiseau, mais qui peuvent être d'être plus agile, d'avoir accès à plus de... Bon, on revient dans l'analogie, on fait des sauts, parce que si on parle d'animaux pendant 2 heures, les gens vont se dire, mais... Pourquoi pas? C'est un podcast nature. Mais tu sais, bon, tu vois où je veux en venir, c'est comme... J'aimerais au moins lui faire visualiser, pas juste lui dire que l'agilité risque de pas très bien marcher dans son contexte, mais lui montrer concrètement, regarde, là, toi, t'as pris à gauche, t'as pris cette branche-là, ceux pour qui ça marche, ils prennent à droite. Donc, est-ce qu'on remet en question ça? Est-ce que tu vas te mettre à accepter des change requests en cours d'année assez facilement avec un processus allégé? Si oui, on peut en parler. Sinon, mais regarde, ça marche pas. Accepte-le. Accepte-le. Laisse tomber cette branche. Par contre, il peut y avoir d'autres choses intéressantes à faire sur ta branche. Puis c'est un des autres trucs que j'aime bien dans la métaphore, organisation, organisme vivant, c'est que il y a pas de on a des avis sur ça, mais moi je pense qu'il y a pas de mauvais organismes vivants. Ils sont tous optimisés pour une niche écologique donnée. Tu vois, je crois pas qu'un cochon c'est moins bien qu'un oiseau ou inversement. Chacun a ses animaux préférés, mais tu vois ce que je veux dire. C'est plus des notions esthétiques, mais concrètement, évolutionnellement, ils en sont là. Voilà. Sinon, il est disparu. T'sais. Donc, il n'y a pas de mauvaise organisation. C'est comme les cultures organisationnelles. Il n'y a pas de mauvaise culture organisationnelle. Certaines sont mal adaptées au contexte qui a évolué avec des années, mais bon. Tupperware. C'était une excellente culture organisationnelle. L'évolution de la compagnie à travers son marketing, etc., était tout à fait adaptée jusqu'aux années 80-90. Le commerce en ligne, c'est plus tough. Changement économique, malheureusement, hier, c'est la fin. C'est-tu la fin ou... En tout cas, un autre sujet. Bref. Non, mais ils ont mal su évoluer. Fait que je vais faire ce que je t'ai dit que je t'ai pas faire. Revenons sur Terre. OK. Nous sommes dans une grosse institution financière, X, Bob Ça Inc. commence par B, puis ça finit par C. Ça, c'est sûr. On ne sait pas laquelle. Ça, c'est BXC. Je suis un gestionnaire, un Scrum Master, peu importe qui je suis. On a voulu installer de l'agilité. Et puis, on remarque qu'il y a un peu d'adhésion, une résistance au changement pour des bonnes et des mauvaises raisons. Peu importe, c'est pas important. Moi, comme gestionnaire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans Philorg sur lequel je peux m'inspirer pour mettre en œuvre dès demain, jeudi matin, puis dire ça marche pas la gang. On fait un revert, comme tu vois ton dessin qui recule là-dedans. J'ai écouté une vidéo sur YouTube d'un gars qui s'appelle Olivier. C'est un gars du plateau, mais il a l'air cool pareil. Et puis... Moi, c'est le meilleur compliment que tu puisses faire. C'est comme tu sais que je suis du plateau et tu m'aimes bien quand même. Moi, je peux rentrer content.
Donc, j'aimerais pouvoir... là, on a tenté de sauter des étapes, peut-être de là à là. J'aimerais qu'on puisse reculer à audio. Moi, je fais des signes. J'aimerais pouvoir passer, de reculer d'un pas, et puis de faire un cheminement différent pour se rendre à l'objectif. Je pense qu'on pourrait avoir plus de succès. Alors, moi, je suis gestionnaire. Qu'est-ce que je fais jeudi matin? OK, fait que Question facile, quand même. Pas sûr. Non, mais des fois, je pose une question, j'ai déjà la réponse en tête. Là, j'ai aucune réponse. C'est une bonne question. Moi, mon discours s'adresse beaucoup aux gestionnaires et même, je dirais, aux directeurs stratégiques, enfin, plutôt haut placés dans l'entreprise. Dans le sens où, justement, mon discours, c'est d'arrêter de dire que c'est la faute des gens si les changements passent pas. Et que se tourner vers les gens dans les équipes pour dire pourquoi les changements sont pas passés. En se rappelant que la gestion du changement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Exact. Donc, non, mais les gens ont leur rôle à jouer, enfin, les équipiers ont leur rôle à jouer. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais donner des armes. Moi, ma vision, c'est plus de donner des armes à ce middle manager. Oui. Tu l'appelais le frozen middle, je crois, dans un autre... Moi, j'ai jamais dit ça. T'as jamais dit ça? Non, il n'y a pas de preuves. Oui, des preuves. Je pense qu'il y a au moins 10 preuves. Je voudrais donner des armes conceptuelle à ce middle manager pour aller voir sa gestion vers le haut pour expliquer pourquoi on est en train de se planter. En fait. Okay. Et je pense qu'actuellement, regarde, enlève Philorg, mais enlève même, je dis pas que j'ai la solution à tout, mais enlève ce type de raisonnement-là. Pour l'instant, la seule chose qu'il peut faire, c'est dire le système est pas prêt. Le système est pas prêt pour ça. Et le chef ou la chef qui est au-dessus, qui entend ce message-là, s'il est très bienveillant, il va être capable d'entendre qu'il y a des changements systémiques à apporter et qu'avant d'aller taper sur la tête des équipes avec le guide Scrum, on va reprendre un petit peu de hauteur et voir si le système dans son ensemble peut être changé. Mm-hmm. Les modes de financement, l'organisation en value stream, les objectifs annuels des employés. Ce genre de choses qui doivent se décider au plus haut niveau pour avoir un... On met les cordes rouges, c'est réglé. Ouais. Fait que ça, c'est comme, je dirais, dans quelques pourcentages des cas, le très haut management va comprendre ça, agir sur sa propre couche, laisser un peu la paix aux équipes peut-être pendant ce temps-là, pas essayer de tout paralléliser. Okay. Puis quand les choses sont en place, on a des chaînes de valeur un peu plus claires, on a des pourquoi, des objectifs d'affaires plus clairs, peu importe, les prérequis qui manquaient sont maintenant là. Par exemple, des règles de budget plus simples, des business cases qui sont plus simples à faire approuver pour lancer des nouvelles initiatives. Ce genre de trucs. Des approches d'évaluation des employés qui évoluent aussi. Qui évoluent aussi. Des organigrammes matriciels, machin, compliqués, à 8 niveaux. Des micro-entreprises avec zéro distance avec les clients. Attends un peu. tout ça. Bah là, si on en est là, je crois qu'on est même beyond l'agilité. I have a dream. Mais ça, c'est toutes des nœuds de ton arbre qu'on lance de façon plus ou moins organisée. C'est vraiment ça, c'est comme toutes des nœuds de ton arbre. C'est des nœuds de mon arbre. Oui, c'est vraiment des nœuds de mon arbre. C'est exactement ça que moi je traque dans mon arbre. Est-ce que tu as pris ce chemin-là ou celui-là? La seule différence sur mon arbre, c'est que c'est rarement 1 ou 0. Tu as fait un bout du chemin ou pas du tout ou un petit peu. Fait que moi, je prends ça en compte dans la façon dont je construis mon arbre, ce qui fait que dans mon arbre, tu vas croiser plusieurs fois la même bifurcation à plusieurs moments. Mais c'est juste que tu continues à en ajouter. C'est-à-dire que dans l'arbre que j'ai sorti, donc j'ai fait des conférences à Agile Tour où je présentais ce projet-là. J'ai fait les 2 derniers Agile Tour où j'en ai parlé. Puis j'ai parlé à Sherbrooke, à Montréal. J'ai fait une conférence à Toronto aussi. À chaque fois, je demandais aux gens de remplir. So we can switch to English? We can if you want. Là. Moi, il y avait un là. C'est l'intégration québécoise qui a vraiment fait cette job. Maintenant qu'il sait que je suis du plateau, je suis comme très, très self-conscious. Là, il faut que je Mais c'est le plateau de Saguenay. C'est le plateau de Saguenay. C'est un autre plateau. Côte-Mille. Pour les Français qui écoutent, le plateau, c'est le quartier des Français à Montréal. Je suis très, très... C'est le ghetto des Français. Mais non. Ben, oui, mais non. Non, ma copine demeure là, c'est la preuve. C'est vrai? Bon, elle est chinoise, c'était ça. Mais il y a eu une évolution là, dans le mot que tu viens de dire, mais ça, on en parle off-mic. Non, c'est pas... c'est pas l'émission... C'est quoi le sexe et... Sexe confidence. C'est sexe confidence, non. Tu disais donc, oui, les différents nœuds qui sont pas binaires, là, qu'il y a une ouais, c'est ça, fait que c'est ça, les nœuds sont pas binaires, mais en revanche, il y a une séquence qui apparaît. Il y a comme un séquencement des nœuds, et puis tu peux pas tout faire dans n'importe quel ordre. Encore une fois, automatiser les déploiements sur une architecture monolithique. C'est comme des modèles de maturité classiques. Là, si t'as pas fait les premières gates, c'est très difficile de passer au 2e et au 3e niveau. C'est ça, sauf que beaucoup de modèles de maturité vont se contenter de te donner un gap entre là où t'es et là où tu veux aller sans vraiment l'ordonnancer. C'est comme, voilà toutes les choses que tu fais actuellement, voilà toutes les choses que tu devrais faire.
Fait que t'as des gaps sur tout ça, travaille sur tout ça. Puis passe à la prochaine étape après. Puis, mais dans quel sens, dans quel ordre, etc. Et c'est pas toujours très clair. Et quand tu demandes au consultant qui t'a fait ton analyse de gap ou ton analyse de maturité de te dire quelle est la prochaine étape, là, c'est based on experience. Puis moi, je trouve que c'est trop narratif. C'est trop basé sur subjectif. C'est aussi subjectif. Et c'est sur ce qui vend, lui. Oui. Il y a un autre gros problème. Oui. Si tu parles à un consultant DevOps, comme par hasard, la prochaine étape, ça va ressembler à du CI/CD. Si tu parles à des agilistes, ça va ressembler à du process et de la culture parce qu'on est plutôt bon là-dedans. Si tu parles à un architecte, ça va être architecte d'entreprise. Il faut mettre une fonction d'architecture d'entreprise. Si tu parles à un PMO, il faut mettre du PMO agile, I guess, mais il faut quand même plus de métriques. Ouais, bon. Non, mais c'est un sujet touchy. J'ai entendu cette expression. Hein. Ah oui, le mot agile, on l'a mis surtout. Mais donc c'est ça, donc c'est des nœuds de l'arbre. Je suis désolé, je me suis perdu dans qu'est-ce qu'on disait sur. On parlait de nœuds non binaires, puis là. À la base, c'était un gestionnaire middle manager et qui lui souvent mange la volée par sa position, il fait part de quelqu'un qui regarde les moniteurs. Jeudi matin, qu'est-ce que je fais? Donc, la première étape serait juste pour résumer. La première étape serait de regarder l'arbre avec son gestionnaire du dessus, et de comprendre quelle est la bifurcation qu'on a pris qui fait que ça marche pas. Ouais. Et de démontrer à son comité de direction que c'est sur ça qu'on doit travailler et pas sur autre chose. Donc là, on lâche les équipes tranquilles pendant quelques temps. Statu quo pour les équipes, c'est correct. Statu quo, c'est pas nécessairement mal, mais peut-être qu'il faut changer des choses à des niveaux hauts avant de revenir à l'équipe, par exemple. Ça peut être l'équipe, le problème aussi. Ça peut bien être sûr, le problème peut être des choix qui ont été faits au niveau de l'équipe. Oui. C'est vrai que souvent... on donne un scénario parmi des milliards de scénarios. C'est un scénario qu'on a souvent vécu, comme le problème est au-dessus, etc. Mais c'est pas toujours ça, t'as raison. Mais comme on est partie du middle management, je veux dire, c'est ça. Petite question flash pour toi. En ce moment, je travaille chez Hydro-Québec, donc une historique très grande, mais dans cette analyse-là, est-ce que tu recules dans le temps très longtemps? Puis l'image que j'ai, c'est Hydro-Québec, c'est les grands bâtisseurs des années 60 dans la grande ingéniosité, où ça s'appelait pas agilité, là, mais je veux dire, ils trouvaient des moyens, ils ont développé un réseau électrique puis développé des bidules qui n'existaient pas à ce moment-là, mais recules-tu en arrière? On revient aux dinosaures, là, tu recules 8 générations en arrière pour revoir les chemins où t'arrêtes? C'est une super bonne question. C'est un challenge que je me suis fait poser aussi par mon directeur de thèse. Donc, moi, je me suis lancé dans une thèse sur ce sujet-là pour publier, pour essayer d'avoir des résultats scientifiques là-dessus. Et le challenge était... dans l'évolution, on remonte pas dans le temps dans l'arbre. On peut que évoluer vers l'avant, on peut pas évoluer vers l'arrière. Donc, ma réponse à ça, c'est on est une organisation, elle est devenue ce qu'elle est devenue par une succession de circonstances et de plein de choses. Dans Hydro-Québec, il y a toute l'histoire du Québec. Ça a marqué l'ADN, puis aujourd'hui, c'est comme ça parce que en 70, il y a eu telle décision qui a été prise, puis en 83, tel autre truc. C'est fou tout ce qu'il y a dans moi, j'ai travaillé aussi un peu avec Hydro, j'ai beaucoup aimé ça. C'est peut-être difficile de mettre en place de l'agilité comme pure chez Hydro, mais il y a des choses qui se font. Mais en tout cas, c'est une très belle entreprise et elle est devenue ce qu'elle est devenue par toute une histoire, etc. Et que tu peux pas roll back, genre ça n'existe pas. Par contre, Hydro-Québec, ils ont compris que tu peux te doter de certains traits culturels en créant des startups ou en finançant des projets externes que tu laisses mûrir sur le côté, qui n'ont pas tout ce passif, tout ce passé, toute cette culture comme gravée dans le marbre. Kilo, voilà. Par exemple. Ouais, c'est à ça que je pensais. Ouais. Moi aussi, c'est la matrice, ça. Et petit à petit, honnêtement, je suis pas trop au courant de là où s'en est l'aventure Hilo, mais j'aime beaucoup l'idée, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont essayé de faire avec, c'est-à-dire de monter une structure qui est innovante et qu'on laisse vivre relativement. Ils ont quasiment créé une micro-entreprise. Ouais. Bon, pendant un bout de temps, avec zéro distance avec les clients. Non, il avait son propre CEO. Là, non, mais c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Il avait son CEO. Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, honnêtement, je trouve que c'est exactement ça. Et si tu reprends ma métaphore, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je vais voir... C'était quoi l'animal marin que tu me disais tout à l'heure? Le waketeux, un mammifère semi-aquatique qui vient de... C'est un genre de pseudo-canard ou pseudo... Ça vient de l'émission L'amour à Céraison, genre. Le cœur à Céraison, là, ouais. Okay. Marc Labrèche. Marc Labrèche, puis elle parle au téléphone, puis elle essaie de rejoindre Becky. Étoile 69. Oui, exactement. Puis le moment donné, elle demande Becky, puis il dit, le répondeur automatique, il dit, un waketeux est un mammifère semi-aquatique. Mais non!
non! Ça, c'est beaucoup d'insights que... Une parenthèse. On t'a dit pour faire des parenthèses. D'accord, ça fait longtemps. Ça fait 12 ans que je suis au Québec, j'ai rien compris à ça. Ça, je suis mal intégré. C'était en 2005-2006, donc dans le time frame, à ça la marche. phylogénétique, un sujet plus poussé que les Waketeux. Mais là, tu peux l'utiliser comme exemple, par contre. Non, c'est ça. Donc, si je reprends la... Ilo, le Waketeux. Non, mais justement, donc, si une entreprise, pour pas que citer Hydro-Québec, etc., si une entreprise est un Waketeux, a optimisé une niche et a toute une histoire d'évolution qui l'a amenée là où elle est, et qu'elle aimerait bien se doter de certains attributs que d'autres entreprises ont, comme des startups, par exemple pour leur capacité d'innover, de prendre des décisions rapidement, d'avoir des courtes boucles de feedback entre le client et la décision stratégique, parce qu'il n'y a pas 45 niveaux de filtre et de validation à chaque fois. Et ben, une très bonne manière de faire, c'est ce qu'on fait Hydro-Québec avec Ilo, c'est-à-dire de monter une entreprise, de la laisser avoir une ADN de start-up autant que possible, et à un moment donné d'essayer de la réintégrer, parce que le but c'est pas juste de créer des entreprises qui partent dans tous les sens, et au moins tu t'es... Ou pas, mais whatever. Bon, en tout cas, mais... exact. Non, mais je serais curieux... Prochain invité. Non, mais elles sont quand même loosely tied, tes organisations. Je veux pas aller là aujourd'hui. Non, mais bon, en tout cas... au-delà de l'aspect de réintégration, ce que moi je trouve, c'est que concrètement, ils ont su innover. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'essayer d'évoluer sur leur branche de l'arbre, péniblement, ils ont juste créé un être sur une autre branche de l'arbre qui était déjà natif de cette branche-là. Oui. C'est beaucoup plus facile. Donc, tu vois ça dans des transformations cloud, tu vois ça dans où on a énormément d'infrastructures complexes, et on a envie de transitionner tout ce qu'on a sur notre cloud pas sur notre cloud, sur notre infrastructure historique on-site, vers le cloud. C'est des énormes projets très complexes. La question peut se poser dans certains cas de dire est-ce qu'on ne devrait pas juste créer une branche cloud native de notre service, la faire vivre en parallèle le temps qu'elle est, et le jour où elle est suffisamment mature, la faire prendre le dessus. On a contourné le problème de revenir en arrière sur des dizaines et des dizaines d'années de décisions d'architecture et de stockage de données. On a comme, désolé, mais j'ai vu qu'ils appellent ça spawn, tu sais, comme créer faire apparaître un personnage à un endroit on a spawn à un autre endroit de la carte. Ou de l'arbre, tu vois. Très fractal, oui, absolument. Parce que sinon, il y a certains organismes qui arrivent à régresser puis remonter dans leur arbre génétique puis réévoluer vers ailleurs. Certaines salamandres puis des trucs comme ça qui arrivent, je pense, mais je pense qu'au niveau organisationnel, c'est un petit peu plus tough de revenir ça se fait. Alors, c'est un avis, là, je ne l'ai pas validé, mais je pense que ça se fait sur quelques étapes, de revenir sur des décisions ou des changements culturels qui ont eu lieu il y a 1 ou 2 ou 3 ans. C'est beaucoup plus difficile de revenir sur des choses qui sont plus anciennes. Ça, c'est plus gravé. Donc, on peut faire des rollbacks culturels, je pense. Désolé pour le néologisme. Mais c'est petit. Tu peux pas revenir, je pense, sur 15 ans d'évolution. En fait, mais on a des chefs d'entreprise qui ont souvent, d'ailleurs, des transferts très verticaux d'entreprise à entreprise, de secteur à secteur, qui arrivent plaquer ce qui a marché, ou pas d'ailleurs, mais ce qu'ils ont fait chez d'autres entreprises, là où ils arrivent. Et ce rollback de 15 ans, c'est souvent ça qu'ils aimeraient faire. C'est-à-dire, je vais vous amener là où j'étais. Et ça marche pas très souvent. Alors, il y a une façon où ça marche, parfois, c'est avec beaucoup de guillemets autour du mot marche, c'est des layoffs massifs. Elon Musk arrive chez Twitter, puis... avec son lavabo. Ciao, bye. Si on est très cynique, on peut dire que ça peut marcher. Simplement, moi, mon métier, c'est pas d'aller conseiller des layoffs massifs. Donc, moi, je rentre pas trop dans cette branche-là de solution. Elle peut exister dans certains cas, mais c'est pas trop mon... Donc, avec le manager, parce que je reviens à ton fil, c'est grosso modo, avec lui, tu commences à observer, OK, c'est quoi l'arbre, où est-ce qu'on est, serait quoi nos prochaines étapes, c'est quoi les prochains gaps qui... Et c'est où qu'on a pris la mauvaise embranchement. C'est à quel endroit qu'on a pris la mauvaise direction. Donc, si je reprends l'histoire des budgets annuels, imaginons qu'on visualise que c'est vraiment à cet endroit-là. Maintenant, je sais à qui je dois aller parler. Je dois aller parler à mes équipes finances. S'il vous plaît, pourriez-vous alléger ou simplifier le processus financier? Et voilà la raison, voilà la valeur qu'on perd du fait que votre processus est très rigide au niveau des budgets annuels. Donc, j'ai établi une cause à effet assez simple, assez visuel. L'arbre, il peut parler à tout le monde. Tu me disais, Eric, avant de commencer le podcast, que
il allait falloir expliquer avec des mots. C'est vrai que l'arbre, c'est assez beau, c'est assez esthétique. Moi, je trouve qu'on voit bien, on visualise ce chemin. Mais les mind maps sont très à la mode. C'est ça, voilà. C'est la structure en arborescente. Donc, je pense aussi que même cet outil peut avoir une vertu juste pédagogique, de comprendre un peu, de visualiser dans le temps où est-ce qu'on en est. Et si j'ai mis le doigt sur cet embranchement-là, c'est au moment des budgets annuels qu'on s'est trompé de route, entre guillemets. Maintenant, je sais à qui aller parler et pas multiplier les initiatives qui vont servir à rien sur plein d'autres domaines. Donc, on touche aussi à la théorie des contraintes, le bottleneck et tout ça. J'essaie de dire, peut-être qu'avec cette méthode-là, on peut trouver un peu où est-ce qu'il est notre bottleneck. Puis on peut même venir questionner, tu sais, tout à l'heure, on disait peut-être que le législateur nous force à être dans ce contexte-là. Ouais. Donc, on ne pourra pas jouer sur ce nœud-là. C'est un cul-de-sac. À ce moment-là, mettons l'énergie ailleurs. Exactement. C'est les autres sur lesquels on peut jouer, puis les contraintes que ça nous amène. C'est correct. Ça peut être très libérateur d'oublier un rêve de transfo. De dire, on ne sera jamais le truc qu'on pensait qu'on serait. Puis le fait de faire ça, ça nous enlève la possibilité ABCD dans les prochains niveaux de l'arbre. Puis on essaie même pas de le faire. On essaie même pas de se ça nous empêche surtout d'avoir des ailes qui savent à rien. Exact. Qui, en fait, nous empêche d'être moyen. On tombe de moyen à mal au lieu de moyen à meilleur. Ouais. Exact. Que je disais, c'est vraiment intéressant. Une parodie d'oiseau et un bien mauvais chat. Tu sais, il y a un aspect de violence presque à aller expliquer à des gens que... Comment ça se fait que ça fait 5 fois qu'on vous envoie des coachs agiles ou des consultants puis que vous êtes toujours... vous travaillez toujours à l'ancienne. Vous êtes toujours... Moi, je trouve qu'il y a un aspect très... Mais pire que ça. On travaille toujours à l'ancienne, mais avec de nouveaux étiquettes. Ouais, puis... Je suis un peu perdu dans tout ça, là. Je vous ai payé le Jira, puis le Jira Align, puis comme toutes les licences les plus... Et vous êtes toujours... Et tout le monde est certifié. Tout le monde est certifié. En plus, puis vous innovez pas tant que ça, comme... tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Un peu violent là-dedans. Peine là-dedans, je veux dire, tu t'entends dire ça, fait que morale des équipes qui baisse. Tu te sens coupable à un moment donné. Ouais. Ils m'ont payé une certification, ils m'ont payé Jira, ils m'ont payé un coach, ils m'ont payé ci, ils m'ont payé ça, et moi, je n'arrive pas à produire plus de valeur itération après itération. Exactement. What the fuck is going on? Est-ce que c'est moi qui suis nul? Est-ce que c'est l'équipe qui est nulle, etc. Puis là, il y a une petite sarcasme, puis une petite ironie là, qui s'ajoute dans l'équipe. Là, il y a un quit qui s'installe. C'est pas un quit de quitter l'entreprise, mais un quit de j'abandonne, je vais juste faire ma petite job à moi, et puis à un moment donné, la mode X va passer. Ouais, en sciences des organisations, ils appellent ça dans mes recherches, je suis tombé sur la notion de organizational silence, le silence organisationnel, qui est lié aussi au organizational cynicism, donc le cynisme dans les organisations. Ouais. Je trouve une phrase, j'ai le droit de dire une phrase en anglais parce que l'article en anglais, j'ai trouvé ça en allemand, même si c'est intéressant. Par contre, ça se peut qu'en allemand, je comprenne que dalle. Si possible en québécois. Regarde. Experiences with previous reorganizations do impact employees' state of mind regarding upcoming reorganizations. Whereas the academic literature suggests minimizing resistance by coercive means, eventually crushing it. Donc, en gros, on veut casser la résistance au changement, on veut casser les gens, en fait. Our research, il faudra que je vous donne le nom du papier parce que là, suggests something entirely different. Change fatigue. Donc la fatigue, le cynisme, mais le silence, c'est des notions, la fatigue du changement, comme on n'en peut plus des changements. As a form of resistance to upcoming reorganizations emerges not from concerns over the upcoming reforms' intentions, but rather from experiences with earlier reforms. If employees have experienced too many reorganizations with major effects on their day-to-day work, they will be unlikely to welcome a new change. Yeah, alors, of course. Ça fait du sens. Mais c'est aussi ça que moi, j'essaie de trouver. Et c'est pour ça que je dis, on fout la paix aux gens. On va adresser la bifurcation qui marche pas, mais continuons pas à rajouter des tonnes de consultants. Déjà, on va économiser de l'argent, mais aussi, continuez pas à marteler la tête des gens avec des nouveaux outils, des nouveaux process, des nouvelles méthodes, si c'est pas là que se situe le problème, parce que tu crées cette fatigue aussi et ce cynisme. Donc, les gens, ils ont vu 3 générations de consultants ou de coachs passer. On peut dire que le 4e coach, son travail... Moi, j'ai été déjà le 4e ou le 5e coach, tu sais, mais je pense que... Pauvre toi. Ouais, non, mais c'est dur. C'est dur. Et puis, en plus, tu ne sais pas que tu es le 4e ou le 5e. Donc, ou des fois, tu te le fais dire. Hein? C'est ça. Mais moi, je remercie le grognon. Ça, c'est un truc aussi, je sais pas comment vous vivez ça, mais souvent, tu le spots, puis viens, on va aller prendre un café. Ouais, en fait, c'est de la data gratuite. C'est de la data gratuite, et c'est de l'historique, c'est super important. Le grognon qui dit, écoute, t'es gentil. Mais... ça, c'est ma pire insulte. T'es bien gentil. T'es bien gentil. Dis-moi pas ça. On parlait de la théorie des contraintes, puis de whatever, puis du flow, puis on essaie d'amener des nouveaux mots, parce que quand le mot agile a été battu comme 12 000 fois,
les gens en peuvent plus de ce mot-là, fait que tu essaies de switcher. Tu vas parler direct du framework, tu vas parler de Scrum, ou alors tu vas chercher des mots plus philosophiques comme du flow ou de la gestion de livraison de valeur en continu. Tu vas trouver tout ça. Philorgue. J'espère que ça ne deviendra pas un mot battu en vache comme ça, mais fait que tu sais, t'arrives et t'es le 6e coach. Moi, je suis content quand le grognon résistant au changement me dit t'as aucune chance. Alors après, ça veut pas dire qu'il y a rien à faire parce qu'il m'a dit ça, mais au moins, je suis au courant de ce à quoi je vais faire face. Je donne souvent l'exemple de CMC. Aux alentours de 2008, CMC font des composantes d'avionique, donc des cockpits. Et puis Carmelo. Salut Carmelo. Salut Carmelo. Je peux le nommer puisque ça c'est très. Lui, il était vraiment contre la mise en place de quelque chose comme Scrum. Et parce moi, que c'est un architecte ou quelque chose comme ça, non? C'est un senior engineer. Ah, c'est ça. Okay. Ouais, c'est quelqu'un solide. Là. Mais c'est un brain, là, plus. Un brain solide, là, vraiment. Là. Puis moi, dans ma tête, je le disais pas tout, mais dans ma tête, je disais, je suis un peu d'accord. Comment qu'on met. Moi, Scrum, c'est pour le développement de sites web et des patentes à gosse. Des cockpits, c'est-tu malade? Mais heureusement, il y avait d'autres senior engineers qui, eux, croyaient dur comme fer parce que eux, ils ont fait des projets où ils ont fait de l'analyse pendant 3 ans et qui finalement n'ont jamais rien livré puis ils ont jamais été payés pour. Donc Carmelo, lui, par contre, il s'opposait de façon assez violente. C'est un Italien en plus. Et à un moment donné, après une réunion, il est venu me voir puis il me dit fuck you! Eric, je suis vraiment. Ah non. Ça va devoir non. He didn't go there. Il me dit Eric, je suis désolé parce que je m'inquiète que blablabla. Puis j'ai dit Carmelo, continue. Exact. Gars, tu me donnes ça gratos. Moi, absolument, il faut que je creuse. Puis là, j'ai de la résistance passive. Puis là, j'ai des gens disent oui, mais ils font non. Au moins, toi, c'est clair, c'est précis. Travaillons ensemble. Je dis, regarde. Je te donne un license to kill quand t'es pas d'accord, dis-le. T'as peut-être raison que c'est de la foutaise, mais voyons qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis c'est pas sûr que je ne peux nommer son nom. Non, parce que c'est avec lui, parce que chez CMC, c'est des programmes. C'est le programme CP130 du avion militaire ou Air France, whatever. C'est lui qui nous faisait revenir à CMC après. Fait que ça l'a bien évolué. Mais oui, les grognons, dites merci. C'est votre coach agile, Scrum Master. Accueillez les grognons à bras ouverts. Des Carmelo et souvent la data qu'il nous donne est précieuse, elle est rare, elle est cachée, elle est implicite. C'est pas notre commanditaire, c'est pas notre sponsor qui nous a fait venir qui va nous dire ce genre de choses. Non. Ça dépend. Ça peut arriver, mais généralement. C'est très rare, en fait. C'est rare. Donc, dans mon cas. Il veut qu'on arrive motivé. Mais moi, je le comprends. Le sponsor, il veut qu'on arrive en croyant que c'est possible. Donc, il faut pas qu'il nous dise, écoute, avec cette bande-là, donc il faut qu'on croie qu'on va être capable de les motiver et de changer des choses. Donc le grognon, il a de la valeur. Puis fondamentalement, généralement, les raisons qui nous donnent à leur résistance font du sens. C'est simplement que on peut pas forcément y faire grand-chose. Et là, la tentation en tant que consultant, en tant que coach, c'est de mettre la tête dans le sable et de faire semblant de pas entendre ces freins-là, parce que sinon, notre propre mandat prend fin conceptuellement jour 1, quand on nous dit que le problème est beaucoup plus haut, beaucoup plus systémique, etc. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'aller faire de la politique chez notre client? Est-ce qu'on essaie de... Fait que là, d'ailleurs, c'est une question que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Parce qu'en fait, est-ce que tu fais ton mandat tant bien que mal? Je dis, moi, je vais mettre les outils qu'on m'a fait, donc les GIRA, les cérémonies, whatever, on m'a demandé de venir installer dans cette équipe. Je le fais quand même si je pense que fondamentalement le problème n'est pas là et que ça ne va pas leur apporter grand-chose. Je pense, c'est une grosse question. C'est sûr que l'optimisation locale, c'est pas le mal. C'est pas. Il y a certaines choses que tu peux faire qui, oui, peuvent nuire au système, mais de façon générale, ça va bien. Et puis les dernières équipes que j'ai accompagnées, je fais pas beaucoup d'accompagnement d'équipes depuis 1 an, mais les dernières équipes que j'ai accompagnées, ils ont été un peu surpris parce que je m'assoyais avec eux. Puis je leur disais, qu'est-ce que vous voulez? Puis là, il était comme, attends un peu, tu vas pas nous imposer Scrum, Kanban. Je dis, non, m'en fous du Scrum, là, je m'en fous de Kanban, m'en fous d'Agile. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Je dis, OK, d'accord, une seule contrainte. Feedback rapide. C'est tout. On essaye quelque chose. OK, on pourra faire ça. Là, c'est eux qui trouvent la solution. Ça ressemble à sapristi à du Kanban, Scrum, whatever. Là. Puis là, tu peux twister un peu, là, proposer des choses. Hey, ça existe, ça vous tente-tu de l'essayer? Puis des trucs comme ça. Oui, absolument. Je participe à la conversation. Et par contre, je mets en lumière le fait que nous sommes une petite équipe qui aujourd'hui, on se considère une culture très locale de collaboration dans une culture de contrôle. On n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut nourrir l'ours. Ça, on va se faire manger. Ça veut dire quoi, nourrir l'ours? Ça veut dire que
tu dois continuer à faire tes redditions de compte, tu vas continuer à faire ci, tu vas faire ça. Puis on va travailler ensemble les éléments qui entourent l'équipe. C'est ma façon de fonctionner dans des très grosses organisations. Ben, puis ça va quand même rendre service à l'équipe comme telle qu'elle va se développer jusqu'à une certaine limite, taper un plafond de verre et tout, mais les membres de l'équipe vont en tirer quelque chose, puis même la valeur générée par cette équipe-là, généralement, c'est le pari, et puis l'approche que moi je peux faire, c'est être clair avec eux. Moi ce que je veux, c'est irrelevant. Ça n'a aucune importance que moi je veux. Quand tu poses ta question, je suis complètement d'accord avec ton axe. L'autre axe... J'aurais voulu que tu dises non, je suis pas d'accord. Ben, en fait, c'est que j'amène un autre éclairage. C'est que de l'autre côté, il y a aussi, on en a parlé souvent, mais l'aspect trophy coach. Là. C'est, le gestionnaire va le chercher. Il s'en fout un peu de comment ça va évoluer dans l'équipe, lui, comment ça va challenger, comment on va remonter l'arbre, tout ça. Ce qu'il a besoin, c'est que 8 niveaux plus haut, il fallait qu'il y ait l'agilité. Donc, il y a dans cette checklist, avoir un coach agile par 3,8 équipes périodiques. Il t'engage, il te met là. Un phénomène qui n'existe plus aujourd'hui. Il est complètement disparu aujourd'hui. Le trophy coach? C'est complètement mort. Ouais, il y a quand même moins de budget pour des trophy coach. C'est terminé, là. Effectivement, il y a moins de mandats, mais en tout cas, je n'y ai en cours à voir. Ah oui, t'es là-dedans, présentement. Il y en a un petit bout. Là, ah oui, OK. Mais moi c'était arrivé à un moment donné dans une compagnie d'assurance, et puis je me sentais vraiment trophy coach. On est venu me chercher, ils disaient, OK, mais on va se rencontrer tous les semaines. Non, on va jouer là-bas, là. Dérange-moi pas. Mais là, ça n'a aucune utilité. Ben, j'ai resté un petit bout, parce que je suis allé jouer là-bas. J'ai dit, je vais m'amuser là-bas tout seul, mais ça plafonne assez vite. T'étais comme Milas qui lance son frisbee, qui court, qui va le chercher, puis qui le lance de l'autre côté. Là. Mais en effet, c'est un phénomène que moi, personnellement, ce que j'observe, c'est que ça n'existe plus, ce genre de situation. Même coach agile, on en a parlé un petit peu avant le podcast. Là, on s'éloigne un peu de Philog, mais on peut se le permettre comme une grosse parenthèse. Toi, ta perception de l'agilité, ça ressemble à quoi? Dans son état actuel, tu veux dire? Ouais. Ben, je pense que le mot agile, l'agilité, coach agile, tout ce nuage de mots-là, s'il y avait une cote en bourse, serait en assez forte chute. C'est comme, on devrait shorter un petit peu l'agilité. Là, c'est comme Truth Social. Ça descendrait. En fait, c'est drôle, c'est devenu un indicateur pour prédire le résultat des prochaines élections. Oh, ouais. C'est la valeur de Truth Social s'il monte ou pas. Parce que le marché il va manger une volée. En ce moment, Truth Social descend pas mal. Ouais, donc je pense que c'est en chute à cause de plusieurs facteurs. Je pense que malheureusement, je pense qu'on est en train de constater que les investissements dans l'agilité, c'était un peu comment on peut dire, un luxury investment de temps, d'économie bonne, comme dans d'autres, il y a d'autres types d'emplois qui ont été bien vite oubliés lorsque l'économie est devenue moins bonne. Donc, parce que l'agilité, c'est toujours à mi-chemin entre du productivisme et c'est aussi de l'humain. Et je pense que l'aspect humain, c'est celui qui est en train de partir de plus en plus. Donc, je pense que des aspects de lean, de Kanban, d'optimisation de flux, etc. restent. Oui. Mais les aspects humains de l'agilité, les aspects bienveillants, collaboration. Ouais, je pense que ceux-là sont en forte perte de valeur, malheureusement. Forte, je sais pas, j'ai pas de pourcentage, mais ils sont en perte de valeur. Un truc que j'ai fait il y a quelques temps, j'ai regardé sur Google Trends des tendances de mots, de mots autour de l'agilité, mais pas que. Et tous les mots que j'ai cherchés, que ce soit coach agile, je les ai cherchés en français, en anglais, dans les pays francophones pour les mots en français, dans l'Amérique du Nord ou dans le monde pour les mots en anglais. Coach agile, product owner, product manager. Product manager. Pas product manager. OK. Product owner. Pas product manager. Product owner. Scrum Master. Retrospective, whatever, tout comme un nuage de mots. Tous en chute sur le nombre de recherches. Qu'est-ce que ça veut dire Google Trends? Est-ce que c'est une science exacte? C'est une data parmi tant d'autres. Un mot qui n'était pas en chute. Product Manager était à peu près stable. Okay. Project Manager était en hausse. C'était un des seuls. The Empire Strikes Back. Project Manager était en hausse. Et puis tout ce qui était machine learning, etc. était en forte. Parce que j'ai même cherché des termes un peu dans la tech en général. Même des rôles de... j'ai cherché Java, JavaScript comme technologie web traditionnelle était tout en chute, ce qui peut indiquer une baisse du nombre de projets tout simplement, parce que le nombre
l'agilité est liée aussi au marché juste Mais du projet. Python à la hausse. Ouais, bah c'est ça. Donc Python à la hausse, Ouais. machine learning, Data mining, tout ça. data mining, Ouais. large language model et tout ça montait. Mais project manager montait. Ah ben, Ouais. OK. Project, c'était il y a quelques mois, mais project manager était un des seuls mots clés qui était en hausse. Et ton hypothèse, c'est quoi? Bah, je veux pas trop tirer sur des Google Trends, mais disons que si j'interprète, si on valide que c'est de la bonne donnée, mon hypothèse, c'est que oui, il y a un retour à l'ancien monde qui va pas être complet, genre rollback complet, mais il y a quand même un retour vers les projets waterfall, il y a un retour vers la volonté de prédictibilité, de contrôle. On le voit aussi avec le retour au présentiel et des aspects comme ça. Alors que le monde devient de plus en plus complexe. Ouais. c'est Le cas devient plus vrai. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. T'as raison, mais je pense aussi que je fais pas. Ce qui influence le nombre de project managers, c'est pas que comme des vases communicants avec l'agilité, c'est plus compliqué que ça. Mais je pense aussi qu'on a une part de responsabilité. Les agilistes, on a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans le retour de bâton que se prend l'agilité, parce que je pense qu'on n'a pas toujours fait les choses de la bonne manière. On a été très tenté d'aller vendre des frameworks tout faits dans des cas qui n'étaient pas les bons. On a été très... Qui est encore vrai aujourd'hui. Ça revient à ton concept, là. Ça revient. Ah ouais. Non, mais c'est excuse-moi. Ouais, non, Tout est dans tout. Tout est dans tout. Non, mais c'est ça, mais merci de dire ça. T'as raison. C'est ma façon de toute façon, tu comprends comment je réfléchis un peu à ces problèmes-là. Mais donc, pour moi, il y a le coach gourou, tu sais, le coach agile qui devient plus une sorte de coach de vie ou de psychologue New Age qui organisationnel. Et comment tu te sens par rapport à ça? Mais si tu coaches, puis personne t'écoute. Qu'est-ce que tu coaches vraiment? Si tu étais un arbre. Oui, voilà. Si tu étais un minéral, je crois que j'ai déjà eu ça, si tu étais un minéral ou un végétal et tout. Donc, c'est pas ça l'agilité. Puis, je veux pas dire comme tous les agilistes sont comme ça. J'en suis un, même si je me définis moins comme coach agile maintenant. Je l'ai enlevé de mon profil LinkedIn. Okay. Ben, c'est dans mes expériences, mais c'est plus dans mon... Parce que... Moi, j'ai mis 8-7 juste au cas où. Et toi, non, c'est quoi ton cétacé ton animal? Lequel des... Ton wetake, là? Le mammifère. Le waketeux? Ah, on l'a vu au waketeux. Je pense que tu devrais être waketeux organisationnel. Le waketeux... waketeux organisationnel, ce serait malade. Non, waketeux AI, c'est ça qui va pogner. Waketeux AI. Non, mais tu sais, c'est ça. Donc, bref, voilà, je ramble un peu, mais je pense qu'il y a un petit retour de bâton. Tu parlais, Eric, avant le podcast, de dire peut-être c'est l'occasion de se réinventer, de faire un nouveau manifeste, d'aller plus loin que ce qu'on faisait. Oui. D'aller... Le président de Hayer et le président de Bayer et l'auteur de Humanocracy et autres penseurs avant-gardistes vont se rencontrer à Snowbird. Salt Lake City. Salt Lake City, et ils vont créer une nouvelle, quelque chose de nouveau. Mais si on faisait le philorgue de l'agilité, tu sais. Le philorgue de l'agilité. Ou dans quel nœud là, on a resté stock puis on a la difficulté à évoluer. Yeah. Je pense que la frameworkisation de tout est quand même un nœud dans lequel on a sacrément embarqué. On voulait passer du nœud là au nœud ici, sur une espèce de bateau framework. Ouais. Oui. Puis que ça ne fonctionne pas. C'est ça, ouais, mais c'est une tendance humaine, hein, tu trouves un truc qui marche, puis ça se vend, en fait. Aussi, ce qui est difficile, c'est que c'est très dur de vendre l'agilité, parce que quand c'est récupéré par le marché, faut que ça soit vendable. C'est beaucoup plus facile de vendre un produit qu'une idée ou qu'un concept. Ouais, la pilule. Donc une pilule. Donc on en a fait des produits. Ouais. Puis c'est une tendance humaine. Je crache pas sur les gens qui ont monté des frameworks en fait. Il y avait une demande. Donc, c'est difficile. J'ai pas envie d'aller dans le débat de dire est-ce que certains grands frameworks d'agilité à l'échelle ou whatever sont comme mal. Bon ou mauvais, ça pourra pas. Il y avait une pompe aspirante pour ce type de truc. Si c'était pas eux qui avaient monté ce framework-là, ce serait d'autres. Exact. Il aurait émergé ce truc-là. Absolument. Ouais. Donc, mais c'est vrai que je pense que ça, c'est un gros pas dans lequel on est passé d'un mouvement ou d'une philosophie ou d'un mouvement de libération de la force de travail. Enfin, il faut quand même se rappeler du vocabulaire qu'il y a dans certaines des communications autour du manifeste agile et tout. C'est très... le discours initial, il n'est pas productiviste. Il est... Sustainable pace, via des humains qui se parlent. Ah, mais on pourrait imaginer un mouvement syndical autour du manifeste agile, mettons. Il y a ces inspirations-là. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ces inspirations-là de la...
de l'organisation autonome du travail et tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient du lean et il y a des choses plus... ça sert à rien de faire des gaspillages. Et ça, on peut être assez tous d'accord. J'aime bien la notion de gaspillage parce que le patron comme l'employé peuvent être d'accord sur le fait que ça sert à rien de gaspiller des efforts, de la force de travail, etc. Je pense que... Exact. Donc, la réduction des gaspillages, c'est un principe qui est noble en soi. Qui est noble, je pense, pour à peu près tout le monde, même écologiquement. Exact. C'est noble. Donc tout ça avait congeal dans le manifeste agile et apporté, je pense, des bons fruits. Il y a eu des bons gains. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain de l'agilité, mais c'est vrai que là, maintenant, on est associé. Moi, j'ai l'impression qu'on est soit associé à des gros frameworks qui n'apportent pas les résultats attendus, ou à du gourouisme ésotérique qui ne prouve pas ce qu'il est capable d'apporter et qui est un deux extrêmes du même balancier. Qui n'est pas dans l'action avec les deux mains dans les poches. Qui est un luxury good total pour le coup. C'est-à-dire que ce gourou-là, tu l'as vraiment quand tout va bien et que tu dis on n'a pas un peu de budget, on va faire venir quelqu'un qui va mettre une vibe puis si on ne le dépense pas cette année, on va le perdre l'année prochaine. On va avoir du budget discrétionnaire. C'est ça. Vous êtes d'accord un peu avec ça? C'est un peu ça qui est en train de se passer. Oui, je pense. Oui, absolument. Il y a plusieurs phénomènes. Je vais peut-être faire des ennemis en disant ça, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec des transformations agiles. Et la façon la plus facile de le vendre, tu le dis, c'est via des produits. Et puis les produits il y a plein de bons stocks des produits. Faut pas le nier, exactement. Merci. C'est la façon de le mettre en place, donc qui est peut-être un peu maladroite. Surtout que souvent c'est des gens un peu avec le même profil que moi ou pas ou presque. Donc il n'y a souvent pas des profils de gestion de changement ou de DO. Donc ça n'aide pas la situation. Fait que oui, on a voulu. Il y avait beaucoup d'argent à faire. Il y avait un beau produit ready for the taking, ready to be installed avec des belles certifs à gauche et à droite. J'ai inclus LESS, j'ai inclus Safe, j'ai inclus Scrum at Scale, j'ai inclus Fast, j'ai inclus Nexus, ta patente, tout ça, Nexus. Et puis, il y a des grosses boîtes avec beaucoup d'argent qui ont dit il y a de l'argent à faire, donc on va s'embarquer. On va aller dans cette direction-là. Je soupçonne que l'histoire va se répéter et puis qu'à un moment donné, on va voir un phénomène un peu à la RUP, Rational Unified Process, et puis les organisations vont dire OK, mais finalement, on a investi énormément d'argent et c'est pas mieux. On a de nouveaux étiquettes, on a des nouveaux rôles, des nouvelles responsabilités, mais on livre pas plus de valeur qu'avant. Et c'est là que je fais l'hypothèse qu'il y a une gang, j'espère un petit peu plus mix que la première fois, hommes, femmes, blancs, noirs et autres, qui vont s'assembler puis ils vont dire OK, on a besoin d'un nouveau traitement choc. Qu'est-ce qui ferait du sens aujourd'hui? Et c'est là que je vois 17 bonnes femmes, bonhommes qui ont mis en place quelque chose. Et faire prise 2. Prise 2. Puis là, il y a un Ken Schwaber qui va créer une certification. Rendan Master. Rendan UI Master. Et puis là, ça va partir. Puis là, ça va se répéter une autre fois, 20 ans plus tard. Mais là, je vais être 6 pieds sous terre. Si je recolle, ça fait comme un 10-15 minutes là, qu'on gratte le bobo de l'agilité. Puis c'est correct, là, on en avait visiblement besoin. Mais tu sais, basé sur l'idée de l'arbre de Philorg, c'est que, tu sais, on a un arbre, on a des entreprises qui évoluent, il y a des nœuds qui sont présents à l'instant où l'entreprise est rendue là, puis OK, cool, on amène un framework ou je sais pas quoi, qui est essentiellement un microbar pour essayer de faire passer plus vite d'un point à un autre. On se rend compte que ça marche moyen ou pas du tout, ou généralement ça peut même empirer la situation. Mais c'est un Hail Mary. Des fois, ça marche. Des fois, tu l'as touché. Je n'ai pas peu vu. Selon certaines personnes, en tout cas, en vrai, je n'ai pas rencontré une. Mais mettons, OK, cool. mettons que ça existe. Dans des livres. Il y a dans des livres, dans ce site web, mes compagnies, il y a plein de success stories. Mais n'empêche que les organisations, ils continuent à vivre. Puis avec ton modèle, on n'est pas en train de juger si l'évolution est bonne ou pas. On fait juste la mapper, puis la mettre là, puis prendre une photo à un instant T, puis se dire, ce serait quoi la prochaine étape. J'avais juste le goût de donner un exemple que j'ai vécu cette semaine, puis là, je suis chez Hydro-Québec, là, je peux quand même en parler, qui a quand même des germes de l'organisation existe encore, puis elle fait encore des choses cool, malgré le fait des étiquettes, puis du process, puis toute la patente qu'on vient de se gratter le bobo. En 3 minutes 22 secondes, si vous me permettez. Prends-en 8.
8 minutes. Time box. OK, cool. Je travaille présentement avec une gang qui font de la radio mobile. La radio mobile, c'est ultra important chez Hydro-Québec parce que tout le système entre les centrales puis le fait que tu as l'électricité ici à travers la distribution, etc., si jamais il y a du routing à faire d'électricité, il y a plein de mécanismes automatiques qui font ça. Mais si ça ne fonctionne plus parce qu'il y a des problèmes de réseautique, ben c'est des petits humains qui prennent leurs 4 roues puis qui s'en vont faire les manipulations, puis il faut qu'ils prennent leur CB pour faire... Il faut que j'active la ligne B28, etc. C'est cool comme job. Mais le gars, il fait ça. Puis là, j'ai un architecte qui doit amener un processus pour changer les méthodes de communication en deux points sur le réseau. Donc, est-ce que c'est de la fibre optique? Est-ce que c'est du micro-ondes? Est-ce que c'est du satellite? Toute la patente. Puis là, il jase avec moi. Il me dit, Mathieu, est-ce que je mets mon rapport? Puis là, ben, si je fais ça, ben, c'est une fibre optique qu'on peut passer. Mais s'il y a un feu de forêt, c'est plate, il y en a de plus en plus des feux de forêt, ça se peut que la ligne plante entre telle place puis telle place. Puis you know what? Si la ligne plante entre telle place puis telle place, ben, les automatismes réseau ne marchent plus, mais non plus le CB ne marche plus parce que ça passe par la ligne de... En tout cas, bref, toute la patente. Là, on jase, puis ça prend 1 heure, puis à un moment donné, il fait « Ouais, mais peut-être que je pourrais développer une petite valise avec un Starlink dedans qui serait posté à tel poste physique. » Non, c'est arrivé... Il me semble que tu avais une histoire similaire il n'y a pas longtemps. Il y a eu autre chose. Non, ça, c'était une remorque la dernière fois pour la radio. La remorque. Voilà. Mais là, c'est une valise, puis si on le mettait physiquement, la valise, à tel poste, ben dans le range, en 4 roues, le gars peut y aller. Fait que c'est plate, on va avoir une perte de courant, ça ne pourra pas marcher, ça ne va pas se faire comme ça. Mais le technicien va pouvoir prendre son 4 roues puis y aller. Je dis, ben, cool. Qu'est-ce qui manque? Ben là, on peut pas faire ça. Ben, je sais pas. Et si sur ton rapport, on disait qu'il y a une dépendance, puis il faut qu'on explore cette patente-là 5 minutes, puis on a un lab, puis mettons qu'on le fait. Là. Mettons, ça a donné qu'on commençait un sprint hier. Mettons qu'on rentrait ça dans un sprint, ça ferait quoi? Je sais pas. Check bien ça. Est-ce que ça va marcher? Je le sais pas. Mais tu vas savoir bientôt. Puis que ça s'appelle agilité, que ça s'appelle patate, ce qu'on est en train de faire là. Je m'en contrefous. Mais ça, on revient. Puis là, le lien, c'est qu'on revient pour moi à l'ADN fondamental de ce qui était Hydro-Québec des années 60. Ben oui, c'est cool. Voilà. J'avais le goût de vous raconter. De l'innovation on the fly, proactivité. Ça va peut-être pas marcher. Mais autonomie surtout. Exact. Il me semble que tu es autonome. Est-ce que ça va aboutir? Je vais en vous revenir dans 3 podcasts. Ce que j'entends dans ton histoire aussi, c'est qu'il y a une fierté du travail bien fait. Je trouve qu'il y a quelque chose comme une... Exact. Dans nos transformations, on a vraiment, je trouve, des fois mis de côté la fierté d'être déjà arrivé à être ce qu'on est. Avant de vouloir changer. Si je repars sur ma métaphore et tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais animal, il n'y a pas de mauvais organisme. Débat sur est-ce qu'on a besoin des microbes et tout, mais c'est pas vers là que oui, ton microbiote est fort utile, tu digères avec ça. Encore une fois, un chat n'est pas pire qu'un oiseau. C'est pour reprendre ma fable du début. Comme je disais des fois, je dis si le chat veut s'améliorer, il peut peut-être essayer de devenir un guépard ou un lion, mais il reste dans sa track, il peut pas devenir un oiseau. Et encore, parce qu'être un lion, il ne pourra pas chasser des trucs tout petits parce qu'il est trop gourmand. Mais il ne pourra pas rentrer dans les trucs. Je comprends. Encore une fois, le chat... Sur le plateau, ça va être tough, c'est ça. C'est ça. Les lions sur le plateau. Ça va faire partir les Français, ça c'est peut-être bien. Peut-être, Ou peut-être qu'ils vont vouloir aller à la chasse. Ou quelque chose. En tout cas, donc... la notion aussi de rappeler qu'on est devenu ce qu'on est pour des bonnes raisons, puis qu'on a de quoi être fier d'être là où on en est. Maintenant, on peut se poser des questions de s'améliorer, tout ça, mais... moi, c'est ça aussi que j'entends dans ton histoire. De un, tu casses le cliché que ces grosses entreprises-là sont pas capables d'innover sur le terrain et tout, mais que j'avais déjà un petit peu vu avec Hydro-Québec, avec en particulier vraiment les employés de terrain, les gens qui font les monteurs de ligne. Ce type de profil sont des gens extrêmement débrouillards et fiers, et généralement ils appartiennent à cette organisation pour une bonne raison. Ils n'iraient pas travailler ailleurs pour rien au monde. Une fierté profonde. Et cette fierté, c'est aussi de la valeur d'innovation, parce que quand les gens sont fiers de ce qu'ils font, c'est là qu'ils sont capables de sortir de leur zone de confort. S'ils sont en self-conscious en permanence, qui se font répéter en permanence qu'ils sont nuls et que regardez ce que fait tel autre équivalent d'Hydro-Québec au Texas, ils ont des satellites et tout. Nous, on est... c'est un bon exemple. Peu importe l'EDF en France. Regardez eux, comment ils sont meilleurs, pourquoi on n'arrive pas à être comme eux, etc. Là, les gens, tu les fais rentrer dans leur coquille, c'est pas là qu'ils vont essayer de sortir, ils vont pas innover, ils vont dire, ok, regarde, dis-moi ce que toi tu veux que je fasse, parce qu'apparemment, ce que moi je fais, c'est nul, donc c'est toi qui vas me dire. Ouais. Exact.
Puis de le faire rentrer dans une case, d'être un peu, t'as pas le numéro de projet B88 pour avoir un budget qui va te permettre de faire ça. Que tu vas aller... So, what's next pour Philorg? Ouais, bonne question. Donc, comme je disais, moi, j'ai commencé un programme de recherche sur le sujet. Donc, je suis en train d'essayer de faire sortir le ou les arbres. J'ai besoin de data pour ça. Donc, je vais lancer des appels à des entreprises pour remplir des questionnaires, pour obtenir un peu ce code génétique organisationnel là, qui va me permettre de sortir l'arbre. La question évidente à ce moment-ci, c'est est-ce que tu vas profiter de l'IA pour le faire? Ouais, c'est une bonne question aussi. J'y pense, ça fait partie des pistes que je regarde dans mon projet de recherche. Que ce soit de l'IA pour aller chercher de la donnée sur ce que publient les entreprises, ce genre de choses qui pourraient me donner des marqueurs culturels que je pourrais mapper, ou pour traiter la donnée en aval. Les algorithmes de la phylogénétique, j'aime beaucoup la métaphore, vous l'avez entendu ce soir là sur l'évolution, fait que moi je suis parti sur ces algorithmes-là, mais en fait le machine learning, l'intelligence artificielle offre énormément d'algorithmes pour analyser ce type de jeu. Tu peux créer des arbres, tu peux faire des dendrogrammes, tu peux aussi faire de la réduction dimensionnelle, afficher tes organisations comme des points sur une carte réellement, c'est-à-dire comme si tu as... Surtout la dernière version. OpenAI 1.0, là, ça semble très, très propice pour faire ce genre de travail. C'est très, très puissant, ces outils-là. Donc, je me ferme aucune porte. En fait, je suis encore au début de ce projet, même si ça fait un moment que j'en parle, mais parce que j'ai un job sur le côté. Faut payer l'hypothèque quand même. Donc, j'ai pas toujours des avancées énormes à annoncer parce que je fais ça aussi sur mon temps. On verra si à un moment donné, ça devient un projet plus entrepreneurial ou quoi, mais c'est pas le but pour moi pour le moment. Mais déjà, tu sais, les conversations qu'on a là et de voir que je suis pas le seul à penser comme ça m'aide aussi, moi, ça me motive pour aller chercher la suite. Donc, pour revenir à ta question, c'est chercher des jeux de données, que ce soit en utilisant de l'IA pour aller chercher de la donnée disponible ou alors sondage. Une autre façon de le faire, c'est de regarder d'autres papiers de recherche sur les organisations qui publient leurs données, mais eux, ils les ont traitées différemment. Puis moi, je peux faire ma propre analyse dessus. Donc, tout ça, c'est des choses que je suis en train de regarder. Sélection du bon algorithme. Il y a énormément d'algorithmes pour générer des arbres. Ils donnent pas tous les mêmes résultats. Ils racontent pas tous la même histoire. Donc, il faut que je sois capable de justifier pourquoi ce que moi je choisis, c'est les bons versus d'autres. Puis, je vais pas rentrer dans les algorithmes phylogénétiques avec vous. C'est un peu barbant, mais il y en a plein. Publication d'un article ou deux qui démontre que ça marche, parce que pour moi c'est important d'aller voir, si je vais voir des chefs d'entreprise avec cette proposition en disant est-ce que ça vous tente que je vous place sur l'arbre, puis qu'on décide un peu, on réfléchisse ensemble à quelles sont les prochaines étapes. Je veux pas arriver sans assise scientifique que ça marche ce que je propose. C'est quand même intéressant, puis ça, l'agilité c'est tenu loin des approches scientifiques pendant longtemps. Je pense que c'est une erreur, là, fondamentalement. La gestion de projet a été relativement proche, etc. Tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi ma démarche. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, là, ce projet, puis d'avoir un petit peu de temps. Et dans mon entreprise actuelle, j'ai pu me mettre à temps partiel pour travailler dessus. Donc, c'est une grande chance. Pas tout le monde qui peut faire ça. Mais c'est vrai que si je peux passer un appel aussi, c'est... nous, les agilistes, puis au-delà, parce qu'il n'y a peut-être pas que des agilistes qui écoutent, des gens qui sont juste intéressés. En fait, dans nos entreprises, nous, on voit les cas concrets. L'histoire du chat, là, moi, je l'ai vécu. J'en ai vu plusieurs des chats, puis des fées. Moi, ça m'a inspiré cette façon de voir le problème, parce que j'aimais bien aussi les dinosaures, puis j'ai lu les trucs d'évolution, puis poup, ça a fait une espèce d'idée bizarre, puis je vais voir ce que ça donne. Mais on peut tous aussi réfléchir comme des chercheurs sur ce qu'on fait, en fait. Ça veut pas tous dire faire une thèse, un PhD, ou moi, je sais pas si je vais aller jusqu'au PhD, je vais juste essayer de publier des articles. On verra si ça m'amène jusque-là ou pas. Mais ça peut aussi être appeler ton université locale pour comprendre si eux, ils ont cherché dans ces domaines-là, te faire conseiller de discuter avec des chercheurs. Souvent, ils sont très ouverts. Eux, ils adorent ce qu'ils appellent l'expérience en industrie. En fait, moi, depuis que je suis rentré dans le monde de la recherche, je suis fasciné de voir que des expériences que je trouve un peu banales dans mon expérience professionnelle, eux, ils trouvent ça super intéressant. Parce que c'est ce qui leur manque à eux. Les chercheurs, eux, ils sont, pas tous, il y en a qui sont plus comme un pied dans l'entreprise, mais souvent, ils sont que dans le concept et la recherche. Et donc, d'avoir des gens qui disent non mais moi j'ai vécu ça, voilà ce que j'ai observé, voilà à quoi ça ressemble, ça te permet d'intuiter des modèles et après tu vas aller poser ces hypothèses et essayer de les valider. Fait qu'on peut tous être un peu chercheurs, c'est ça mon message aussi. Et moi je trouve ça fascinant de discuter avec des chercheurs. C'était pas mon monde, j'ai fait une école d'ingénieur mais ça fait comme 15 ans que j'en suis sorti, puis c'était un master, c'était très appliqué, très professionnalisant. Donc c'est ça, si vous avez une idée
concepts qui vous intéressent, que vous aimeriez développer. Si pour vous, les organisations, c'est pas des organismes vivants, mais c'est une famille, ou c'est une tribu, ou c'est je sais pas, c'est une association. Et toutes ces analogies sont fructueuses. Allez chercher ce qui s'est fait dans la recherche, puis voyez si vous pouvez ajouter votre pièce à ça, parce que, en fait, c'est aussi comme ça qu'on va regagner la crédibilité dans notre mouvement, qu'on va s'éloigner des gourous et des pseudosciences qui sont un peu venus quand même polluer ce qu'on fait. En partie, tu vois. Tout à fait. Super intéressant. Mais c'est très noble comment tu l'approches, je trouve. Merci, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est gentil. Merci, Olivier. C'était un plaisir. Les gens qui voudraient en apprendre plus sur Philorg, sur toi, rentrer en contact, disent hey, moi, j'aimerais ça ajouter une pierre à son édifice. Comment peuvent-ils faire? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc Olivier Bertrand. Vous me cherchez, l'entreprise chez qui je travaille en ce moment, c'est Zenica. Donc, des Olivier Bertrand, il y en a plusieurs. Vous mettez Zenica, Z-E-N-I-K-A, vous allez me trouver. Ou Olivier Bertrand Philorg, vous allez sûrement me trouver. C'est P-H-Y-L-O-R-G. Je vais mettre le lien de toute façon. Tu vas mettre le lien? Oui. Et j'ai aussi un site internet qui est vraiment... Ça me peut-être le bras. Oh, pas mal. J'ai aussi un... Est-ce que je fais ça? C'est d'accord? On va voir ce que tu es capable de faire avec. Est-ce que tu peux mettre des étoiles qui spark? Quelque chose de spécial. Ajoute-moi pas de la job d'édition. Déjà, je suis débordé. Fondu en étoiles. Vous avez des jobs à temps plein. Hein. Maintenant, vous avez... Il y a aussi un site internet, philorg.com, donc phylorg.com. C'est pas le plus beau site du monde, mais je mets tous mes posts de blog, toutes les avancées quand j'aurai publié l'article sur lequel je travaille en ce moment, ça va être dessus, etc. Il y a un groupe Discord aussi, mais il est pas très actif en ce moment, mais vous pouvez chercher Philorg sur Discord. Si je vois des nouvelles têtes, j'irai faire coucou, on essaiera de relancer. J'avais lancé ce truc-là, mais c'est peut-être un peu tôt pour lancer comme une communauté sur le sujet. Il faut déjà que j'aille faire de la recherche puis que je démontre que ça marche. Mais donc, c'est ça. Mais le plus simple, je pense, c'est contactez-moi sur LinkedIn, surtout si vous voulez contribuer soit en tant qu'entreprise, vous êtes intéressé par l'approche que je développe et vous voulez participer à la recherche, contactez-moi. Moi, je vous enverrai mon questionnaire et ça va me permettre d'accumuler suffisamment de données pour démontrer ce que j'essaie de démontrer. Et si vous êtes intéressé plus du point de vue recherche, vous êtes un labo ou vous êtes un citizen researcher, comme moi, à la base, j'étais, contactez-moi aussi. On peut peut-être travailler ensemble. Ça fera super plaisir. Vraiment cool. Merci. Merci encore, Olivier. Merci, Olivier. C'était un plaisir. Merci à vous. Et bonne fête au Sprinkler. 5 ans. C'est déjà 2 jours. 2 jours. On faudrait souffler des bougies. On va se rendre à 6 ans, tu penses? Et Phil avec un gâteau. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Salut, bonne soirée. Merci.